Salut, je m'appelle Élise Madé. Vous écoutez le podcast Ma Découverte, dans lequel je pars à la rencontre de personnalités qui ont été des découvertes pour moi. Dans le cas de cet épisode-ci, je vous dirais que ma découverte s'est surtout faite à travers les œuvres de ce réalisateur. Il s'appelle Marc-André Girard. J'étais tombée sur ses courts-métrages 83-28, Yule, Mozart, 12 semaines. Peut-être que ces titres-là vous disent quelque chose, peut-être pas non plus. Ils sont disponibles d'ailleurs sur le web, vous pouvez les écouter tout de suite après la fin de ce podcast, si ça vous dit. Ce sont des courts-métrages qui m'ont vraiment touchée. Donc, j'avais envie d'en apprendre plus sur Marc-André Girard. Petit fait à noter, parmi les courts-métrages que j'ai nommés, Mozart, ce film-là met en vedette Gilles Pelletier. Cet acteur-là, entre le temps de la diffusion du podcast et l'enregistrement, il est malheureusement décédé. Donc, en tenir compte pendant l'écoute du podcast parce qu'au moment où on parlait de lui, il était toujours sur cette terre. Donc bref, Marc-André Girard, ça a vraiment été une découverte pour moi et d'en apprendre justement sur son parcours que je connaissais pas du tout, entre autres qu'il a fait du théâtre corporatif. J'ai trouvé ça franchement intéressant. C'est quelqu'un qui m'a avoué être assez timide, pas beaucoup aimé parler de lui. Donc ça a été, je sais, un exercice quand même difficile pour lui de se prêter au jeu, mais franchement, ça a été une belle rencontre. On l'écoute tout de suite. Mais je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que je te connaissais pas du tout il y a à peine quelques mois. Je suis tombée sur tes courts-métrages que tu avais faits, puis chacun d'entre eux m'ont vraiment touchée, chacun à leur façon. Puis je me suis dit, OK, j'ai envie de découvrir c'est qui Marc-André Girard. Fait que t'es qui? Je suis qui? Écoute... Mais tu viens d'où? Moi, je suis de Montréal. Okay. Anjou. Je suis allé au secondaire Jean-Eudes, école privée. Bien aimé ça. Après, j'ai fait cégep. Je suis allé au conservatoire La Salle. Communication au théâtre. Parce que ça, c'est quelque chose que je savais que je voulais faire depuis que j'étais jeune. Moi, je voulais être comédien. Depuis j'étais petit, je voulais pas être pompier, je voulais pas être policier. Je mettais des perruques. Puis je faisais des personnages. Fait que t'avais ça en toi. Ah, vraiment, tu sais, à Noël, là, j'étais vraiment le cousin qui amenait tout le monde, les autres cousins en bas, puis on va faire un spectacle. Toi, tu vas faire ça. Il y avait beaucoup de mise en scène. Tu sais, je pense que je voulais jouer, mais il y avait quand même beaucoup de mise en scène à ce moment-là, tu sais. Puis là, je demandais à tout le monde de descendre dans le sol, puis on faisait un spectacle. Mais il y avait beaucoup de collaboration des grands. Tu sais, ils descendaient. Bon, encore son spectacle, on va aller voir, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est resté en arrière dans mon subconscient. Fait que je pense j'ai tout le temps voulu faire ça ou soit raconter une histoire ou du public. Il faut qu'il y ait du public qui écoute. Puis finalement, t'as été un peu comédien. Ben, si c'est ça. Après, travaillé... Après, j'étais allé à l'UQAM en jeu pour devenir comédien. Puis, j'ai fini ça. Puis nous autres, à l'UQAM, on était une grosse gang. On était à peu près 40. T'sais. C'est pas comme un conservatoire ou l'École nationale où il y a 12 finissants qui sortaient. Nous autres, on sortait une grosse batch de 40. T'sais. Donc, à la fin de tout ça, ils choisissaient 12 personnes, 12 comédiens qui allaient faire leur katsu. Puis, tu sais, le katsu, c'était vraiment la place pour avoir vraiment une belle visibilité pour les agents, pour les directeur de casting, tu sais. Puis moi, j'avais pas été choisi dans ces 12-là de l'UQAM, tu sais. Fait que ça comme fait, un peu poche, tu sais. Puis j'ai eu une chance d'aller en voyage, puis je suis parti 2 mois au Mexique. Puis c'est la première fois que j'avais amené un petit journal de bord, là. Puis j'ai commencé à écrire des choses. Des choses que je vivais, des relations, des rencontres que je faisais, puis vraiment, tu sais, j'étais allé dans un petit village qui s'appelle Dispolité, mais là, qui est un petit peu plus, il y a plus de monde, plus de voyageurs qui vont là, mais il s'était passé vraiment des scènes assez spéciales, tu sais, même un gun, là, à un moment donné, moi, un Mexicain m'a sorti un gun sur la plage au Mexique. T'as-tu failli mourir? J'étais à genoux, je te dirais.
Hey! Avec un gun, lui, il était complètement gelé. Puis, il y a un autre Mexicain qui est arrivé, qui a vu ça de loin, qui est arrivé. Hey man, qu'est-ce que tu fais, Mexicain? Puis l'autre est parti. Puis, moi, j'étais encore à genoux. Là, je fais, hey, qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'était vraiment surréaliste. Puis là, j'avais écrit ça. Mais est-ce que tu te mettais en danger un peu, ou? Non, mais c'est juste, je me souviens qu'on m'avait dit quand j'étais arrivé à Dipolité, ça fait faire 20 ans à peu près, tu sais, la vida es nada ici, tu sais. La vie, c'est rien. Fait que, tu sais, tu fais attention à toi, surtout pour les locaux, là, tu sais, Puis, c'est ça. Genre, j'étais reparti sur la plage. Il y avait juste un restaurant à ce moment-là qui était au bout de la plage, qui s'appelait le San Cristobal. Puis, j'étais revenu tout seul de là sur la plage. Fait que, c'était pas nécessairement recommandé. Fait que, voilà. C'est une des histoires qui m'est arrivée là-bas. Puis là, t'as écrit ça. J'ai écrit. Puis t'as eu envie d'en faire quelque chose? Ouais, puis quand je suis revenu, je me suis dit, j'attendrai pas de jouer dans une pièce, je vais l'écrire. Fait que l'exercice d'écrire, j'avais jamais fait ça. Puis finalement, à force d'écrire des dialogues, j'ai aimé ça. C'était plus pour du théâtre à ce moment-là? Ouais. OK. Fait que j'ai terminé la pièce que j'ai appelée 40 Ouest. Et dans la pièce, il y avait une prise de, si tu veux, c'était des deux gars qui font du pouce, qui se font prendre finalement par un conducteur qui change de chemin à un moment donné, puis il fait débarquer, puis bon, il est pris en otage. Fait qu'il y a un des personnages qui se ramasse avec un gun en plein dans le front, à genoux, tu sais. Fait qu'il y a un petit clin d'œil à ce moment-là. Mais avec 40 Ouest, c'est là que j'ai eu le plaisir d'entendre mon texte joué par des comédiens. Tu jouais pas dans cette pièce-là? Moi, je jouais pas. Il y avait... Est-ce que tu t'étais chargé de la mise en scène quand même? Okay. Oui, ça c'était clair. Je l'entendais tellement dans ma tête que j'avais des images aussi. Fait que j'ai voulu faire la mise en scène. À partir de ce moment-là, on a fondé une compagnie de théâtre qui était moi, Rémi-Pierre Paquin, un comédien, puis Chantal Jean. Ça s'appelait le Théâtre du Pylône. Notre premier show, ça a été 40 Ouest, qu'on a fait à l'Espace Jordi, qui avait super bien marché. Puis après, on l'avait envoyé au Théâtre d'aujourd'hui, puis il avait été pris par René Richard-Cyr dans la programmation, puis on jouait à la salle Jean-Claude Germain. Puis ça avait vraiment été un beau hit. J'avais eu une couverture de presse. Pour une première pièce que t'écris, c'est quand pièce, même quelque chose. C'était le fun. Donc, dans le Devoir, il y avait eu la presse, le Voir, tu sais, il y avait une belle critique. Mais, tu sais, je pense ce qui m'a marqué, c'est l'expérience en salle, tu sais, de voir la réaction du public. D'entendre tes mots aussi, puis de passer du rire, ça riait beaucoup. Puis, la scène d'après, c'était une scène très intense, fait que l'atmosphère changeait là, d'un coup, là. Les gens avaient peur, tu sais. Et là, j'ai touché à ça, puis c'est une drogue. Là, c'est une drogue. Ça, c'est... À ce moment-là, je me souviens, j'étais dans la salle, puis ça rit. Même si t'es pas sur scène, tu sentais quand même cette énergie-là de la salle? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Vu que c'était tes mots, ta pièce, ton projet. Puis, tu sais, de vouloir jouer, ça commençait, on dirait, à s'effacer un peu dans ma tête. Tu sais, c'est pas... Je pense que ce qui est trippant pour moi, c'est de créer une équipe. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste les représentations, c'est tout ce qui se passe avant. C'est toutes les répétitions, c'est les lectures qu'on fait, les répétitions. Tu sais, si tu passes du temps là, dans la salle de répète, c'est les liens que tu crées, puis c'est l'esprit d'équipe, puis tout le monde apporte son input, puis à la fin, c'est notre show, c'est plus mon spectacle, c'est plus mon texte, c'est rendu 40 Ouest, qui est joué par 3 comédiens, t'as toutes les, tu sais, la personne qui fait les costumes, après aussi t'as l'éclairagiste, la conception de l'éclairage. Fait que quand tout le monde arrive et met son input là-dessus, tout le monde a du plaisir, trip, ben moi je suis heureux, tu sais. Fait que c'était un peu ça de
d'être le capitaine d'une équipe, puis on avance, puis à la fin, tout le monde est content d'avoir fait ce voyage-là. Là, tu sais. Fait que c'était ça le point de départ, dans le fond, ça a changé. Ben, ça a été ça le point de départ. Ça a dirigé le reste de ta carrière à partir de là? Vraiment, puis après, j'ai tout le temps voulu écrire, fait que j'ai continué. Toujours dans le théâtre? Ouais, ça a été tes on a premières fait heures? Presto. Le même principe, même, on a joué à l'Espace Jordi. On jouait 2 semaines, je crois. On l'essayait, ça marchait. Puis après, j'étais allé le proposer, c'était Marie-Thérèse Fortin qui était au Théâtre d'aujourd'hui. Donc, elle avait programmé aussi pour la salle Jean-Claude Germain. Fait qu'on a joué Presto en 2005, 2 ans après 40 Ouest. On a refait l'expérience, fait que c'était cool aussi. Sauf que on était au mois d'avril et les Canadiens à ce moment-là gagnaient. Ah non! Ah oui, vraiment. Je pense qu'ils s'étaient rendus en demi-finale. Écoute, mois d'avril, terrasse ouvre, il faisait chaud. Les Canadiens se rendent en demi-finale. C'est pas bon pour le théâtre, ça. Zéro. Mauvaise nouvelle. Allez, là, je regardais, j'allais voir André qui s'occupait de la salle. Il me regardait, puis il me faisait non, on leur disait, écoute, ça baisse. Les gens, soit qu'ils annulaient parce que... Il aimait mieux voir le Canadien. C'est clair. Puis, fait que ça a pas fonctionné à cause de ça? Ça a pas fonctionné, pas à la hauteur de nos attentes, là, tu sais. C'est sûr qu'on voulait des salles pleines, puis tu sais, ça baissait. Fait que, moi, vraiment, un conseil que je donne, c'est jamais, tu sais, placer ta pièce dans la programmation au mois d'avril. Fais pas ça. Tu vois. Faut être stratégique un peu. Faut dire que les Canadiens, en ce moment, c'est pas très fort. Donc, tu peux être correct pour peut-être... Ouais, cette année, vous auriez eu des salles pleines. Ça aurait été pleine, des supplémentaires. Mais pas en 2005. Donc, Presto, ça avait été, c'est ça, c'est une expérience, mais ça avait bien été quand même. Et t'étais toujours dans la production aussi de la pièce? Ouais, la mise en scène aussi. La mise en scène. Puis je gérais la compagnie aussi, la compagnie de théâtre. On avait fait 2 shows pour enfants aussi. Puis t'en fais-tu encore du théâtre? Non, ça l'a... C'est fini cette époque-là? C'est fini. Pourquoi? C'est pas vrai, c'est pas fini. Parce que à chaque fois que je vais au théâtre, puis que les lumières se ferment, je me dis tout le temps, j'aimerais ça, que ça soit, tu sais, Est-ce que t'en consommes encore beaucoup du théâtre? Oui. Pas la dernière année parce que ça n'a pas à donner, mais je veux en consommer davantage, là. Mais c'est pas... Mais c'est ça, comme tu disais, quand tu y retournes, ça te donne, ça te démange un peu, là. C'est le fun, tu sais, t'as 200 personnes, 300 personnes qui se taisent, sont là, puis ils laissent toute la place aux 2, 3, 4 personnes qui sont sur scène. Moi, je trouve ça magnifique, puis je sais pas, je regarde partout, je trouve ça merveilleux. Puis non, fait que, tu sais, j'ai encore plein d'histoires à raconter, fait que le format, puis si c'est du théâtre, je vais y aller, tu sais. C'est juste que là, l'idée ou le projet s'est pas présenté encore. Il y en a un qui est latent, là, qui est là dans mon cerveau. Mais, pas écrit encore? Je te dirais un genre de scène à scène. OK. Déjà. C'est ça, un mood, mais je suis pas prêt à m'attaquer tout de suite dessus, mais ça peut aller quand même assez vite. Quand tu sais, ton scène à scène, tu sais, j'ai un début, un milieu, une fin. Ça, déjà, c'est dans le processus. Quand tu sais où tu t'en vas... C'est ça. C'est quand même une bonne étape de franchir. Ouais. J'ai le goût de mettre du temps quand même sur des scénarios. Donc, Fait qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as commencé au théâtre, tu faisais de la mise en scène, tu avais ta compagnie, t'écrivais, puis là, par la suite, le monde de la télé t'est apparu? Non, pas de suite. Non, pas de suite. Après, j'ai travaillé pour Tacom. Qu'est-ce que c'est? Tacom, c'était une boîte où on faisait du corporatif théâtral. Okay. Donc, t'es une entreprise, puis t'as un gros problème de communication entre les employés, 200 employés. Tu sais que ça se parle mal entre les étages, puis donc
l'entreprise veut juste faire un rappel ou juste proposer des idées pour améliorer la communication. Donc, tu as soit le choix de mettre un PowerPoint puis que quelqu'un t'explique la communication d'une façon... Puis personne va écouter, puis tout le monde s'en fout, puis ça change rien. Alors, l'acétate 2, la communication, elle est latérale ou verticale. Donc, TACCOM, c'était pas ça. Nous, je rencontrais la personne qui organisait soit un événement ou un colloque. Et elle me disait, écoute, il y a ça comme problème de communication. Puis, je demandais, voyez-vous c'est quoi vos solutions pour régler ça? Fait que on jasait, c'était 1 heure de prise de notes. Moi, je partais, puis après, j'écrivais des scènes de théâtre ou une pièce de théâtre qui durait 20 à 25 minutes, qui relatait tout ça, un peu. Donc, on racontait une histoire d'employé, puis toujours avec l'humour, mais grinçant aussi. Ça doit être difficile quand même d'écrire là-dessus pour que ce soit intéressant, pour que ça soit pas juste comme... Ben, c'est un exercice, puis c'est de rendre ça intéressant, que le message passe, puis il y avait de la musique, fait que... Sans que ça soit trop moralisateur aussi, que les gens fassent comme, mais voyons donc, ouais, c'est ça. Tu plantes des mines, ouais. Puis, tu sais, de toute façon, c'est dans une journée où il y a des colloques. Donc, tu sais, d'autres conférenciers peuvent peut-être partir de là puis continuer en parler, plus le développer, et là, avec des PowerPoint. Mais nous, c'était vraiment l'amorce on raconte une histoire avec cette problématique-là. Fait qu'on pouvait j'avais tous les comédiens que je voulais, puis il y avait un musicien sur scène qui faisait la musique live. Puis ça, c'était tellement... j'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai touché à tout. J'étais allé dans toutes les entreprises. J'étais allé... J'imagine que c'était quand même des grosses entreprises. On pouvait aller dans des usines. Je pouvais aller à la chambre de commerce. Donc, on pouvait toucher à toutes les classes sociales. Des fois, ça pouvait être pour des galas, mettons, pour le milieu de la santé. Fait que j'ai écrit sur le cancer, j'ai écrit sur les fins de vie, l'accompagnement de fin de vie. Je touchais à tous les sujets. Puis comme tu disais, c'est un exercice d'écriture. Ben, c'est qu'on ouvre toutes les portes de tous ces sujets-là. Je pouvais aller à l'hôpital. Puis là, je rencontrais des gens qui vivaient de la chimio. Je pouvais m'asseoir avec eux autres. Il y avait des rencontres. L'hôpital m'organisait des rencontres avec ces gens-là, avec les médecins, avec les infirmières. Ça, là, je mets ça dans ma boîte noire, là. Ben, c'est sûr que ça te sert en tant qu'auteur encore aujourd'hui. Dans les usines, puis tu sais, je rencontrais les travailleurs, puis tout le langage, toute la façon qui me parle, que ça soit dans, je sais pas, toutes les classes sociales, j'avais accès à ça. Donc, ça m'a vraiment nourri, autant pour l'écriture, puis en tant que personne aussi, là, tu sais. Puis souvent, après nos 25 minutes, notre pièce de théâtre, les gens venaient me voir. On a fait beaucoup sur j'ai fait 3 shows différents sur le harcèlement psychologique au travail. Et beaucoup de gens, après la pièce, ou pendant le dîner, venaient me voir, parce que, bon, ils nous présentaient à la fin. Puis, donc, il fallait savoir c'était qui avait écrit. Souvent, je jouais aussi là-dedans. J'étais un des comédiens, t'sais. Puis, ils venaient me voir, puis ils disaient, écoute. Puis, ils partaient à pleurer parce que je le vis en ce moment. Je vis de l'harcèlement. Puis, tu sais, votre histoire m'a tellement touché. Puis, en même temps, ça me donne, tu sais, les outils nécessaires ou le guts nécessaire pour faire. Tu sais, je vais aller voir les RH, puis je vais leur parler de ça doit être motivant en tant que créateur d'avoir un retour direct comme ça. Un impact direct. Ouais. Et là, c'est là que tu vois que c'est nécessaire. Que l'art est nécessaire en général, que ça a un impact sur les gens. Oui, puis, tu sais, souvent, ces pièces-là étaient justement dans le cadre d'un colloque ou dans le cadre d'une journée spéciale dans l'usine. Puis, les gens arrivaient, on jouait, mettons, à 9h30, petit café, la petite, tu sais, on les entendait, ça allait s'asseoir, on va voir la petite pièce de théâtre. Ils étaient obligés d'être là aussi. Oui, exactement, tu sais. Et que 20 minutes après, écoute, ils sont debout, applaudissaient parce que ça les avait touchés.
parce que ça leur parlait, parce que moi, quand je rencontrais les gens qui organisaient cet événement-là, par exemple, s'il y avait un problématique, ils m'en parlaient, là, puis là, moi, c'était, OK, alimentez-moi, là, je veux savoir c'est quoi votre wording, tu sais. La machine, là, tu sais, telle machine, comment qu'elle s'appelle dans une usine? Ah, tel nom. Donc, tu sais, quand mon personnage allait voir son partner, c'était crédible. Ouais, puis il disait, ouais, t'as-tu encore un problème avec telle machine, tu sais, je sais pas, c'est la Target, tu sais, t'as-tu encore un problème avec la Target? Puis là, tu fais, oh, le public fait, hey, il nous parle, tu sais, il connaît nos termes, puis tu sais, chaque entreprise a vraiment des termes hallucinants, tout le monde se comprend dans son jargon, tu sais, ça aussi c'est intéressant. Donc ça, là, mes 7 années de TACCOM, ça a été... Parce que souvent, le corpo, on associe ça à quelque chose, justement, corporatif, plus straight, peut-être moins créatif, quoi que ce soit, mais de la façon que tu m'en parles, c'est pas ça du tout, là. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, puis ça avait un impact, un réel impact. Partout où on est passé. Puis il y avait toujours un message, mais le message, c'était pas appuyé, c'était toujours à travers à travers des émotions, à travers ce que l'employé vivait, tu sais. Puis, tu sais, quand on parle de communication, le manque de communication, anecdote, je rencontre une entreprise qui ils veulent parler, je pense que c'était un 15 minutes, ils voulaient parler des problèmes avec, c'était les téléphones cellulaires, ça commençait à rentrer, tu sais, puis que tout le monde regardait son téléphone cellulaire. Fait que je m'en vais rencontrer le comité qui organise la journée, ils sont 5. Puis pendant que il y en a une qui m'explique, tu sais, la problématique, il y en a 4 autres qui sont sur leur téléphone cellulaire. Et là, je l'arrête, excuse-moi. Je veux juste vous faire réaliser que vous 4, en ce moment, vous êtes en train de regarder votre téléphone pendant qu'on est en réunion, tout le monde ensemble, tu sais. Oh, OK. Fait que c'était flagrant que ce problème-là, il venait de partout, de toutes les sphères, tu sais. Donc... Fait que c'est de mettre le doigt sur des trucs comme ça puis de le faire réaliser au public. Exactement. Donc c'est ça, j'ai fait ça pendant 7 ans. Puis ce qui arrivait aussi, c'est que quand je finissais d'écrire le scénario, on avait une lecture. On retournait voir le comité. Je faisais la lecture. Puis tout de suite, ils me disaient les commentaires. Ah, ça, ou tu sais, tu fais ta lecture, puis les autres, ils te regardent pas, ils font juste écouter, aucune émotion. Quand c'est supposé être drôle, ils rient pas, tu sais. Là, tu te dis, ah, ça va mal aller, c'est clair, on n'aime pas ça. Puis finalement, c'est juste, ils sont en train d'analyser, s'il y a des mots-clés, s'il y a quelque chose. Puis finalement, à la fin, ça passe. Sauf qu'il y avait des fois où il y a des scènes, j'étais, en écriture, soit j'étais allé dans le champ un peu, puis tu peux-tu changer ça, peux-tu changer telle scène, la modifier, puis tu sais, j'ai appris au départ, la première année, je me disais, hey, touche pas à mon œuvre, tu sais, non, ça marche pas, je peux pas faire ces changements-là, puis à force... T'étais plus protecteur de ce que t'écrivais. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un manque d'expérience, puis de choisir tes batailles, là. Et avec les années, j'ai appris à prendre, tu sais, oui, vous voulez qu'on change ça, on va le changer, pas de problème, puis ce qui fait qu'en ce moment, je travaille en pub, donc réalisateur en pub. Ouais, ça doit te servir aujourd'hui, ça. Tu sais, le client, il veut changer telle scène, il y a mieux tel truc, son logo à la fin, il veut plus gros, puis sur fond couleur au lieu de la dernière scène que tu lui proposes, tu sais. Ben, il y en a pas de problème. C'est votre produit, pas de problème, on va vous le changer, tu sais, je le prends pas personnel. Chose que... Ça, c'est l'expérience qui t'a appris ça. Tellement, tu sais, tu choisis tes batailles. Pour mes projets personnels, à moi. C'est pas pareil, j'imagine, là, quand c'est personnel, justement, là, tu le prends personnel, exactement. Mais quand c'est une commande... C'est signé par Marc-André pour un film ou...
Mais de la pub, c'est pas écrit, ton nom est pas écrit. Ça t'appartient pas. Non, puis en même temps, c'est le client. Lui, la pub, il s'en sert après. Ça y reste. Donc, fais-tu des parallèles entre ce que tu faisais justement dans ce théâtre-là, corpo, et la pub que tu fais aujourd'hui? Mais sauf que c'est en 30 secondes, souvent. Ouais, c'est pas 30 minutes, c'est 30 secondes. C'est exactement. Faut que je le rentre. J'ai un message à passer. Puis, tu sais, le message, faut pas que ça soit... tu sais, c'est une grosse pancarte achetée ou... faut inviter à... Faut surprendre, faut attirer la curiosité. Exactement. En très peu de temps, en 30 secondes. Puis quand t'es réalisateur de pub, ça m'a toujours intrigué. Est-ce que t'écris les pubs? Oui, moi, dans mon cas, je les conçois. OK, c'est ça, parce que j'imagine que si tu travailles, mettons, en agence de pub, c'est différent. Parce que là, toi, tu travailles pour un diffuseur, c'est ça, pour Radio-Canada? Fait que là, c'est différent. Exactement. Fait que là, tu t'as fait de A à Z. Je rencontre les clients, puis après, je présente le concept. Je pars en écriture. Je présente le concept. Tout seul? Ben, il y a une équipe c'est moi tout seul qui va concevoir. Mais il y a quand même une productrice à ce niveau-là, une chargée de projet aussi. Puis si le concept est des fois on change des micros, il y a des micro-changements, là, mais sinon si le concept est approuvé, après je pars, je fais de la réalisation avec l'équipe de production. Donc il y a beaucoup moins d'intervenants que dans un autre processus d'agence, par exemple. Parce que c'est des pubs qui sont diffusées. C'est quel genre de publicité? C'est une publicité comme standard? Non, c'est... Vu que c'est pour Radio-Canada... C'est que ça va passer à Radio-Canada en majeure partie juste à Radio-Canada. OK. Mais c'est pas nécessairement... C'est pas une autopromo. C'est pas des autopromos non plus, OK. C'est ça. Ça peut être, par exemple, Kia s'associe à telle émission, puis donc ils ont finissent à avoir un package deal, finalement. Moi, je m'occupe de la portion publicité. Donc, tu sais, c'est ça. Mon projet va être telle publicité, mais qui peut vivre tout seul quand même. Sauf qu'elle va jouer essentiellement juste à Radio-Canada. OK. Puis des fois, il peut y avoir des liens, mettons, avec l'émission. Exactement. Par exemple, des fois têtes d'affiche de l'émission qui vont être dans les publicités. Ou... Quelquefois aussi. Puis il va y avoir des fois avec le web. Donc, sur tout.tv aussi, un lien qui est dans les pages. En tout cas, c'est plus complexe, là. Mais, oui, j'imagine que le web, les réseaux sociaux, ça change ta façon de faire de la pub aussi. Ouais, c'est ça. C'est que le client peut, dans le fond, il peut prendre un forfait ou qu'il y a de la visibilité sur le site Internet, que ce soit des contours de publicité sur la page d'accueil ou... donc, il y a ça qui est offert, puis tu peux avoir aussi d'autres présences ailleurs sur d'autres plateformes, puis il y a une publicité de 15 ou de 30 secondes qui vient avec ça, qui est un brand, souvent. Donc, moi, je vais réaliser cette pub-là. Est-ce que tu trouves ça créatif de faire ça? Ah oui, vraiment. Parce qu'il faut que tu pousses toujours plus loin, que tu trouves des nouvelles idées. J'imagine que tu reprends pas tout le temps la même formule, là, parce que non, puis c'est un 30 secondes, mais c'est encore... je parle, mettons, au niveau de la production, du tournage, où est-ce que tu places ta caméra, qu'est-ce que tu... les locations, c'est en 30 secondes, il faut que ça soit intéressant, puis autant que faut que ça soit drôle, l'autre, il faut que ça soit touchant, la musique que tu vas mettre, l'infographie. Moi, je traite bien gros sur l'infographie, puis donc... Pourquoi? Je trouve ça beau, je trouve c'est où est-ce que tu places le visuel. Le visuel, j'essaie de me nourrir de plus de magazines. Je passe beaucoup de temps en bibliothèque, puis je regarde. Ah oui? Puis, tu sais, des fois, où est-ce que tu positionnes, ou dans les films aussi, des fois... souvent, quand ils vont juste vouloir mettre le titre du film, il est où? Il apparaît où? Ça a l'air simple, mais ce n'est pas tant que ça, c'est une recherche. Faut que tu y penses, tu sais. Quand on tourne, nous, on y pense, tu dis, bon, tu te laisses une grande place de ciel bleu pour pouvoir rentrer soit un logo, un titre, ou tu sais, c'est ça, tu cherches des places dans ton plan, dans ton cadre,
tu laisses des endroits libres pour pouvoir mettre justement de l'écriture, tu sais, ton infographie, s'il y a lieu. Fait qu'on a sûrement vu tous tes publicités à un moment donné, mais on savait juste pas que c'était toi. Exactement. Mais tes courts-métrages, par exemple, on sait que ça vient de toi, parce que là, c'est vraiment une démarche plus personnelle. Puis, comme je disais d'entrée de jeu, en fait, j'ai vu 3 de tes courts-métrages. Il y en a 2 récemment que tu as sortis sur la plateforme studiosam.com. Puis, je voulais en parler avec toi parce que... Puis, j'ai vu aussi 12 semaines qu'on peut visionner, je pense, sur Vimeo. Ouais. Le lien est accessible. Puis, j'étais curieuse de t'entendre mon sur... premier aussi, j'aime bien. Il est-tu disponible aussi? Ben oui, il est sur Vimeo. Ok, bon, ben j'ai pas vu. Ça, c'est mon premier, puis c'est j'ai tout le temps aimé la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelque chose... Moi, j'ai mon grand-oncle qui est mort dans... Il est jamais revenu, il était dans un bombardier. Il est parti, il avait 18 ans. Puis, à 21 ans, il est parti... il s'en allait, je pense, au-dessus de Berlin, puis il est jamais revenu. Ils l'ont jamais retrouvé. Ils n'ont jamais retrouvé le bombardier. Sauf que j'ai son journal de bord. Ah ouais, ça a été la journée. Ça a été renvoyé à sa famille, à ma grande tante, qui était sa sœur, qui ont gardé quand même caché. Pas caché. C'était vraiment dans un... C'était pas... il n'y avait pas grand monde qui avait accès à ça parce que lui, il y a 20 ans, il arrive, il est en Angleterre à ce moment-là, tu sais, puis écoute, ils sont dans la caserne, puis ils sont pas envoyés nulle part. Ça a été long avant qu'ils décollent dans les avions. Fait que ils s'entraînent à la caserne, puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Fait qu'ils s'en vont, ils vont à Londres, ils visitent, puis ils rencontrent des prostituées. Qu'est-ce que tu veux, des jeunes prostituées? Il a écrit tout ça dans son journal? Tout ça, puis, en détail? Pas nécessairement en détail, mais il tombe en amour quand même aussi. Ah. Puis imagine, tu reçois ça, ils reçoivent ça, c'était très catholique dans ma famille aussi. Puis, donc, prostituée, mais c'est un petit gars de 20 ans qui écrit, là. Qui est ailleurs, qui est dans un autre pays. À ça, puis, quand même. C'est incroyable. Puis je veux tellement faire quelque chose avec ça. C'était fou parce que ces gars-là, ils voyaient... parce que plus tard, dans le journal, là, ils décollent. Puis là, ils vont bombarder. Puis là, ils voient, tu sais... ils voient toutes les explosions de tout ce qu'ils laissent comme bombe tomber, tu sais. Puis ils questionnent ça beaucoup, tu sais. Il sait très bien qu'il y a beaucoup de civils des fois en bas. Fait qu'il questionne la guerre beaucoup à ce moment-là. Puis il questionne, tu sais, il parle qu'il peut pas avoir d'amitié. C'est très dur d'avoir des amitiés. Puis il y en a. Même si tu veux pas t'attacher, tu t'attaches à tes partners, tu sais. Puis ils reviennent pas parce qu'ils partent plusieurs bombardiers. Puis à chaque fois, il y a 2 bombardiers qui reviennent pas, il y a des amis qui perdent. Puis lui-même, il a laissé sa peau là-bas. Lui-même, il a laissé sa peau à 21 ans. Aïe. Donc, ce journal-là m'a vraiment marqué. Puis, mais là, tu parlais de ton premier court-métrage. C'est ça, Mozart, c'était un ancien... dans le fond, c'était je me suis comme imaginé s'il avait continué à vivre, puis ce vieil homme-là a 80, puis il y a un jeune livreur qui va lui porter la commande, puis lui, c'était vraiment un adepte de jeux de Nintendo, tout ça. Puis pour lui, le jeune, il a fait, lui, il fait le débarquement de Normandie parce qu'il joue à Dead Brother, que j'avais appelé, puis c'est un genre de jeu sur le débarquement de Normandie, tu sais. Et il sait que cet homme-là a fait le débarquement de Normandie, fait qu'il y a comme une conversation qui dérape entre les deux, parce que le jeune l'astine, tu sais. Et le personnage principal, lui, il a vraiment vécu, donc il y a comme un clash à un moment donné, ça dégénère aussi d'ailleurs. Mais c'était vraiment un léger clin d'œil à mon grand-oncle, Paul, s'il te plaît. Mais tu veux faire d'autres choses je veux vraiment éventuellement faire quelque chose avec ce journal-là.
Parce que en plus, c'est hyper touchant. Parce que quand il part, il est en amour avec la Madeleine. Elle s'appelle Madeleine, tu sais. Puis... Qui a rencontré la... Non, Madeleine, avant de partir. Puis sa Madeleine, sa douce Madeleine. Puis c'est beau. Puis il écrit au début, tu sais, dans les premières années. Puis c'est une autre génération aussi, j'imagine, l'écriture, ça doit tu sais, le vocabulaire qu'il utilise, ça doit être intéressant. Exactement. La relation avec les parents aussi, c'est... de pas décevoir, d'être le bon garçon, parce que quand il... Mais il était-tu obligé d'y aller? C'était pas... je pense que lui, il a été... C'était pendant la Deuxième Guerre, c'est ça que tu disais? C'est son choix. OK. C'est son choix. Écoute, puis juste dans les premières pages, c'est la traversée, il raconte la traversée en bateau, là, c'était épouvantable. Il allait en bateau? Il allait en bateau. Des rats partout, ça vomit partout, il y a de l'eau. Ça devait être long aussi. C'était très long. Il dormait pas. Puis vraiment, c'est vraiment le départ est épouvantable, là, tu sais. C'est un gros journal? C'est assez volumineux? Il a vraiment tout documenté de son périple là-bas? Pas mal. De A à Z? Pas mal. Puis moi, je l'ai tout retranscrit en Word. OK. Numérique. Pour pouvoir le garder plus longtemps. Puis c'est ça, puis là, j'en reviens à la douce Madeleine. Ah oui, la douce Madeleine. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu sais, il s'ennuie, puis il écrit des lettres, Ali écrit des lettres, puis là, il nous dit, il écrit quelques passages, puis c'est beau, c'est belle histoire d'amour. Mais là, la belle Madeleine, après 2 ans, elle rencontre quelqu'un d'autre, elle va se marier. Il reçoit une lettre qu'elle dit. Oh qui va se marier. Écoute, le changement drastique dans l'écriture de ces lettres, là, il est peine d'amour ou fâché? Les deux? Ah, toutes. Toutes. Puis les prostituées, c'est là que ça a commencé dans le récit? Ouais, mais après, je pense que, tu sais, là, à un moment donné, c'est quand même c'est un gars de 20 ans qui a pas, tu sais, j'imagine la douce Madeleine, je sais pas c'était quoi les relations qu'il avait eues avec la douce Madeleine. Mais... Si c'était religieux, ta famille, comme tu disais, ça devait être quand même... Écoute, ils se sont touchés les mains. Ouais, au moins, minimum. Mais tu sais, il dit pas, fait que je sais pas. OK. Mais, quand même 20 ans, tu vas à Londres, il y a des belles filles partout, ça sort beaucoup, puis ils se font inviter... ils se font inviter le soir à dormir, donc je pense si tout le monde le fait, Mané, tu t'embarques avec les autres aussi, là. Ouais. Donc, voilà, il vit ça, cette vie-là. Fait que, mais si je reviens à la douce Madeleine, c'est qu'en même temps, tu dis, ça doit être tough parce que, tu sais, là-bas, toute ta vie au Québec est en train elle s'effrite un peu, tu sais, parce que toi, tu vis complètement autre chose. Puis à partir du moment qu'il décolle puis qu'il commence à bombarder aussi, là, c'est plus le même gars dans son écriture non plus. Il vit d'autres choses, tu sais. Ben oui, c'est deux planètes c'est fou, il complètement. décrit, tu sais, toutes les ripostes. Puis dans une carlingue, puis il explique le son de tout ça qui est tout métallique, mais qui est écho, puis c'est non-stop, tac, 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 puis avec les tu dois rêver à ça la nuit, ça arrête jamais, là. C'est fou, tu sais, puis bon, justement, avec le fait que à chaque soir, il revient, puis il y a des lits qui sont vides, parce que il y en a qui n'ont pas passé, qui sont pas revenus, tu sais. Fait que, voilà. Puis il est mort comment? On sait pas. On le sait pas. On sait pas. Le bombardier est jamais revenu. Donc, il est sûrement pas sur une plage, là, avec 18 petits-enfants. Non, hein. Je pense pas. Je pense qu'il aurait rappelé. Peut-être dans ton imagination, mais... Ouais. Mais, fait Mozart, donc, j'ai écrit... Ben, c'est ça que t'as fait, tu as inventé une vie, J'ai inventé une après... vie, tu sais, c'était vraiment pour Paul. J'ai fait ça pour Paul. Mais, pour ce court-métrage-là, j'ai rencontré... Gilles Pelletier. Gilles Pelletier, moi, c'était Le comédien. Le comédien, que c'était un comédien que je trouve encore, qui était fabuleux, vraiment incroyable. Je me suis dit, écoute, je vais y envoyer, le texte, puis ça, encore une fois, t'avais jamais réalisé de court-métrage, fait que t'avais pas de portfolio. Non. Même pas de caméra, rien. Non, j'avais rien touché. J'avais le goût d'essayer. Mais faut avoir le gars, quand même, pour l'écrire, le faire, contacter Gilles Pelletier. Au pire, t'as pas de réponse. Ouais. Au pire, tu te fais dire non, mais t'as essayé. Je sais que le texte était
relativement bon parce qu'à partir du moment où on l'avait écrit avec Cours écrire ton cours, qui était organisé par la Sartec. Puis, Moser avait, avant ça s'appelait Kalachnikov. Moser, ça veut dire quoi? Ça m'intrigue depuis tantôt. C'est l'arme, c'est une carabine allemande. OK. Et le personnage de Monsieur Ranger, qui s'appelle, dans Moser, a ramené cette arme-là. Donc, on la voit dans le court-métrage. Mais je t'invite à le regarder sur vidéo. Ah, mais je suis déçue. J'avais regardé ton Vimeo, mais puis je l'avais pas vu. Ouais. Gilles Pelletier, finalement, j'envoie le texte le jeudi à son agent et le samedi, j'ai un téléphone de M. Pelletier. Donc, André! C'est Gilles Pelletier! Enfin, écoute, j'en parle, j'ai des frissons encore. J'ai le goût de jouer dans ton court-métrage, c'est une belle histoire, tu le sais, moi aussi. Je suis allé à Londres, j'ai fait la guerre, moi aussi. Il a fait la guerre? Ouais. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est allé. Fait que ça y parlait bien gros. Et on a fait une première lecture chez nous. Il est venu chez nous. Écoute, j'ouvre la porte. Gilles Pelletier, ça, tiens. Je sais pas. C'est en quelle année, ça, que t'as fait ça? 2017, je sais pas. 2007, peut-être. OK, une dizaine d'années. Je pense. J'ai pas fait mes devoirs. Je sais pas la date, mais ça, puis c'était avec un jeune comédien aussi, Laurent Christophe de Ruel. Donc, on avait fait une lecture chez nous, puis écoute, il parlait parce que lui, il avait une voix vraiment, vraiment profonde, puis les murs vibraient, parce que ça, comme je dis, ça dégénère dans le... Et là, il remplissait la pièce, puis à un moment donné, tu sais, je pense que j'écoutais plus, puis je regardais ça de loin, puis c'est fou. J'ai Gilles Pelletier chez nous, avec Laurent Christophe, tu vois, wow, tu sais. Fait que ça, c'est... Il me semble qu'après, je me suis dit, hey, si je continue à travailler mes textes, peut-être que tout le monde peut jouer, a le goût de jouer, puis tu risques de pas avoir de refus, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, tu fais, au pire, je vais avoir un nom, puis à date, c'est pas arrivé beaucoup, des noms, tu sais. Tout le monde a le goût de jouer si on leur propose quelque chose qui les intéresse, là, tu sais. Fait que ça, c'est moi, ça. Puis, dans tes films, là, tu parles une personne plus âgée avec un jeune livreur, mais il y a beaucoup de clash de génération dans tes courts-métrages. C'est la même chose dans... C'est comme un petit pattern, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans ton plus récent, Yul, YQL. Oui. Justement, c'est ça, c'est avec Marcel Sabourin qui est un grand-papa puis qui dit à son petit-fils incarné par Jean-Carl Boucher, je veux que tu voyages, que tu découvres le monde, que tu fasses ce que j'ai pas fait. Il y a encore mais là, c'est pas nécessairement une confrontation de génération, là. Non. Mais t'aimes ça quand même. C'est vrai que ça vient, puis même, sauf 83-28, qui était, bon, c'était un concours lancé par Studio Sam qui demandait... oui, là, c'était dans la contrainte que t'avais. Oui, c'est ça, il y avait des contraintes. Donc, 2 personnages, un jeune, ado, et une personne âgée. Même lieu, environ 3 minutes, là, si possible. Je pense que ça a duré 3h45 là, avant le générique. Donc, j'avais proposé cette idée-là de quelqu'un qui fait du un ancien prisonnier qui fait du porte-à-porte. Qui rencontre un petit garçon. Qui rencontre un petit garçon déguisé en Spider-Man. Mais oui, il y a quelque chose que je trouve au Québec qui ont dans plusieurs cultures, c'est le respect des aînés. Tu trouves que ça manque au Québec? Beaucoup. Tu regardes les Italiens, souvent, tu sais, les dimanches, là, ils vont dans les restos, tu sais, la grand-maman est là, on reste avec elle, tu sais, je trouve que... Dans certaines cultures, c'est ça, on vit avec nos parents, nos grands-parents dans la même maison. Où les réunions familiales sont importantes à chaque dimanche. Les Haïtiens aussi, je crois, beaucoup. C'est vrai qu'au Québec, on entend parler, on les place dans des centres, puis on va pas les visiter. Puis il y a beaucoup de solitude chez les personnes âgées. On les consulte pas beaucoup, tu sais. C'est vrai. Pourtant, ils ont un bagage incroyable à nous apporter, puis je sais pas, on porte pas
on manque quelque chose de beau, une belle relation. J'en parle, puis en même temps, j'ai pas pu vraiment le créer non plus avec mes grands-parents qui sont partis quand même assez tôt. C'est peut-être ça côté-là aussi que t'aurais peut-être qui aimé manque. vivre. Mon grand-père qui a travaillé dans une usine toute sa vie. Il a tout le temps travaillé, tu sais. Il a le part de ça, tu sais. Il n'a pas voyagé, tu sais. Il allait travailler, il venait à la maison, il allait travailler, il revenait à la maison. Il aurait-tu eu ce goût-là aussi de partir? Il regardait-tu aussi des National Geographic? C'est une question que tu te posais, ouais, puis tu vraiment, t'es dit, je vais écrire à partir de ça. Ouais. Mon personnage, c'est ça, il a travaillé dans des usines aussi, puis il n'a pas eu cette chance-là de voyager, donc bon. Je me disais, ça pouvait être intéressant de l'aborder, là, tu sais. Mais tu le fais toujours avec, tu sais, il y a de l'humour quand même, tu sais, dans Yol, il y a quand même des trucs un peu plus, tu sais, qui font sourire, puis tout ça, mais il y a des parties très touchantes aussi. En tout cas, moi, dans les 3, c'est ça que j'avais vu. Il y a tout le temps un moment d'émotion quand même. En tout cas, à chaque fois, moi, c'est venu me chercher, puis je me demandais si c'était ton intention de départ d'aller chercher cette émotion-là, ou c'est au fil de l'écriture que tu t'en vas dans cette direction-là, dans ces zones-là. Tu sais, tu t'écris ça en disant genre, ça va être touchant, je veux que tu sais. Ouais, je le vis. OK. Je le vis souvent, je l'écris, puis une petite émotion. J'écris souvent avec la musique, les scènes, fait que je me fais un genre de playlist que je vais écouter une musique à un moment donné qui me touche pour X raisons. Donc, je suis en train de découper, en train de faire de la bouffe. Mais je vais aller me mettre dans mon fichier, je vais sortir, je vais aller le mettre dans un fichier du projet sur lequel je travaille, par exemple. Puis après, quand j'écris, ben, je me fais jouer ma playlist, puis dépendamment de... Puis souvent, si la musique est plus ou moins touchante, ou ben, souvent la scène va s'en aller vers ça, tu sais. Fait que quand je réussis à me relire, puis avec la musique qui joue, puis que je viens avec des frissons, ou j'ai la larme à l'œil, je fais OK. Même toi, ça te touche. Vraiment? Tu touches toi-même, oui, c'est moi, drôle quand même. Parce que je travaille à la bibliothèque. Fait que je suis souvent à la même place, puis ça doit être drôle parce que j'ai comme une larme qui coule, tu sais, devant mon ordi. Quelqu'un qui te connaît pas, qui te regarde, va se dire qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je me mets dans un coin quand même. Okay. Pas, regardez-moi, je pleure. Mais oui, mais c'est ça. Mais en même temps, j'aime bien, avant d'y arriver là, j'aime bien qu'on ait ri ou au contraire, qu'il y a une brisure. À partir du moment que c'est touchant, pouf, on brise ça avec un rire qui est un peu le même dans la vraie vie. T'sais. Je pense qu'on fonctionne comme ça. Mm-hmm. Des surprises aussi, tu sais, quelque chose d'un peu plus inattendu. Ouais, mais même juste, tu vas au salon funéraire, par exemple, puis tu vas parler de quelqu'un qui est la personne qui est décédée, par exemple, avec quelqu'un de ta famille aussi, puis les deux ont bien émotifs parce qu'on raconte une anecdote. Souvent, quand on arrive aux larmes, on va switcher ça avec quelque chose de drôle pour désamorcer. Mm-hmm. C'est humain comme c'est humain, ça arrive. Puis souvent, on le fait souvent, parce que on fait juste, ouvrir la soupape. Et j'essaie de le faire le plus possible aussi. Je pense que c'est de pas nécessairement rester dans cette émotion-là. On essaie dans... Je pense que c'est pas larmoyant, c'est ça. Il faut laisser une place au aux spectateurs, au public, de juste aussi de faire la même chose, de faire ouf, c'est intense, puis ça fait du bien de tirer comme dans 83-28. Et il fait juste lui... Le garçon est habillé en Spider-Man, puis il reprend le vieil homme souvent parce que il se trompe, puis il oublie tout le temps, il appelle Batman. Tout. Puis à la fin, il est comme Tarzan, puis il revient avec une réplique Spider-Man, puis on vient juste d'être dans une scène touchante, puis tu fais juste tu souris. Il y a comme ça on peut passer à d'autres choses. Oui. Fait que oui, j'essaie de... C'est une vidéo qui a été quand même, je sais pas si on peut dire virale, là, mais qui a été vue quand même
j'ai pas 150 000 fois sur Facebook. Je sais Ah non, plus mais à combien on est rendu. 330 000. Ah mon Dieu, moi je suis en retard. C'est énorme quand même. Ouais, ben moi je pense Puis beaucoup de viral. commentaires. Je pense qu'il y a eu 6 000 partages. Là, on est plus que 330 000. Puis là, avec les algorithmes Facebook, on sait que c'est très difficile. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est... d'aller rejoindre. En tout cas, ça a été vu, là. Ça, mais c'est ça, je suis content. Mais puis surtout les commentaires, vidéo, les gens il a été Vimeo Staff Pick. Donc là... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Vimeo? Ben, Vimeo, c'est quand même une belle plateforme pour écouter des vidéos. De vidéos, c'est plus de qualité aussi. Exactement, avec plus une histoire, plus... Je pense que c'est plus une plateforme pour les cinéastes ou, les gens qui font des vidéos, que ce soit des vidéos de plein air, des vidéos plus... il y a un travail derrière. Tu le mets sur Vimeo. YouTube, tout se ramasse là. T'sais. Puis Vimeo, il y a quand même une équipe qui s'appelle le Staff Pick qui choisissent qui choisissent des films qui pour eux sont vraiment de qualité. Ah, je connaissais pas ça. Puis ça a été sélectionné, vous l'avez pas soumis rien, c'est eux qui l'ont... Tu le mets, okay. Puis tu espères qu'eux autres puissent le voir. Puis à ce moment-là, tu as le tag Vimeo Staff Pick et là, il y a une visibilité mondiale. Et sur Vimeo, ça s'est multiplié aussi. Vraiment, vraiment. Le nombre de vues. Oui, ça je pense. Pour Vimeo, ça a été on était à peut-être 130 000 vues. Mais c'est énorme. Je peux voir, pareil. en même temps, je peux voir. Parce que c'est en français aussi. Je peux voir la carte du monde avec tous les points. Il pointe tous les pays. Puis la carte est remplie. Parce qu'il est sous-titré, la carte est remplie. Là. Fait que tu fais un film, un court-métrage, puis tu veux juste qu'il soit vu. Mais quand c'est comme ça, mettons pour Facebook qui était 330 000, ben tu dis, je sais pas, mettons là. Parce que c'était pas prévu. Mettons c'est la moitié, là. Dans tout ça, même si c'est 150 000 qui l'a vu, j'ai rejoint beaucoup de monde, chose qui est difficile en long métrage aussi, que t'es 2 semaines en salle, dans des salles, puis... Mais le cinéma québécois, remplir. On le dit, là, les gens le voient pas. Fait qu'à la fin, combien de personnes l'ont vu? Ouais. Vraiment, mettons que ta salle, là, ta première semaine, t'as 200, peut-être. Puis on parle de... T'es dans 15 salles, peut-être, si t'es chanceux au Québec. Le nombre d'entrées n'est pas si élevé que ça, ouais. Vraiment pas, t'sais. Fait que le web te permet ça quand même, te permet cette visibilité-là, tu sais, qui fait que... Je suis content, ça a un impact... ça a un impact partout, tu sais. Si tu fais, OK, c'est des sujets aussi qui vont toucher autant en Taïwan qu'à Chibougamau, là. Fait que... Puis le format du court-métrage, c'est quelque chose qui te plaît? Tu sais, t'aimes le fait que ça soit une histoire qu'on raconte en peu de temps? Ben, c'est quelque chose qui te stimule en tant que créateur? Oui. Puis c'est même pas... Ça essaie de raconter une histoire ou de toucher en un court temps. Donc en 5 minutes, 10 minutes, je pense que c'est sensiblement la même structure qu'un long métrage, mais être capable qu'on s'attache rapidement au personnage en un court temps, tu sais. Puis t'as à peu près le même nombre de personnes qui vont être sur le set que sur un long métrage, là. Bon, autant, là, mais il y a beaucoup de monde qui se déplace pour pouvoir réaliser ton film, tu sais. Donc, oui, le format me plaît beaucoup. Et il y a tellement de bons films. Là. Tellement de bons films. Justement, sur Vimeo, il en présente beaucoup. Il en propose beaucoup. Je prends jamais le temps de faire ça, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont accessibles, puis on s'en rend même pas compte. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Tu t'en écoutes beaucoup, ça vient t'inspirer d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. Oui. Telle ouverture, tu sais... Moi, surtout pour les courts-métrages, j'essaie de voir... je pense que les 30 premières secondes sont vraiment importantes parce que le web, c'est facile de switcher de page puis d'aller ailleurs. Fait que si t'es en 30 secondes, t'es pas efficace, ça se peut qu'on a arrêté ton film. T'sais.
Tandis que, fait que ça a trouvé des moyens d'être intéressant et d'être économe, je pense. Fait que, tu sais, le grand plan où que la personne, elle marche sur le trottoir, puis elle fait juste traverser le cadre. Puis tout c'est ça, bien beau, là, c'est bien poétique. Puis elle rentre, puis elle dépose son sac. Puis là, on est rendu à 1 minute 30. Je pense que Ouais, mais tu fais de la pub aussi, j'imagine que tu as ce réflexe-là. Ben, c'est pas aussi nécessairement d'être clippé, c'est peut-être de juste essaie d'être accrocheur dès les 30 premières secondes. Que ça soit une réplique, que ça soit tu sais, tu peux te permettre, si tu fais une scène qui est dans un restaurant, t'es pas obligé de voir la personne arriver au restaurant puis d'embrasser celle avec qui tu vas manger, puis ça va, tu sais, commence déjà avec ta réplique qui fait mal, tu sais. Je t'ai appelé hier, puis t'étais supposé de me rappeler, tu m'as pas rappelé. T'sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais? On est déjà dans l'action. On est déjà dans l'action, tu sais. Donc, oui, c'est ça. Puis il y a Short of the Week aussi, qui est un autre site de court-métrage qui tu regardes, il y a des perles, là. C'est des courts-métrages qui viennent de partout dans le monde. Fait que, ça vaut vraiment la peine. Si tu googles, il y en a partout des sites qui en offrent. Puis tu peux consommer plusieurs sujets en peu de temps, en 1 heure. Tu peux avoir touché à 4-5 styles de court-métrage. C'est vraiment intéressant. Mais court-métrage, c'est ça. C'est l'exercice. Là, je suis sur l'exercice de faire le long métrage. Ouais, c'est ça que je me demandais. C'est d'avoir le souffle. Ça s'en vient-tu, le prochain long métrage? Je travaille là-dessus. Est-ce que tu voyais le court métrage un peu comme un passage obligé? Non. Pour le long métrage, non. Pas, tu le voyais pas comme ça? Non. Ils vivent tout seuls. Je suis satisfait des cours, puis c'est pas un passage. C'est pas. Je le vois pas non plus comme une carte. C'est une carte de visite. C'est vraiment... Même pas? Je trouve que ça fait partie du parcours. Le long métrage va être une autre histoire que je vais raconter. Mais tu vas avoir un peu la même signature ou pas nécessairement, tu vas aller ailleurs? Oui, sûrement. Je pense qu'on va pouvoir... Il va y avoir des moments drôles et des moments dramatiques. Comme on disait tantôt. C'est le genre de film que j'aime aussi. Donc, c'est le genre de film que je veux faire. Mais j'ai pas fait des courts-métrages en attendant de faire le long-métrage. Non, c'est ça. Pas du tout, tu sais. Des projets. J'apprends sur chaque court-métrage. J'apprends sur la pub aussi. Des erreurs que tu peux faire, puis tu fais, je vais essayer de pas les faire, tu sais. Ouais, idéalement. D'être efficace aussi au tournage. Ouais. Des choses que tu vois ou des fois que tu essaies de contrôler. Il y a beaucoup de téléphones cellulaires sur les plateaux. Tu sais, quelqu'un qui sait pas ça, tu sais, qui n'a pas besoin de maquiller à ce moment-là, puis le téléphone, puis t'as le comédien qui joue, qu'en background, il y a du monde qui texte, tu viens de finir ta scène. Ils sont pas là à 100%. J'essaie d'enlever du monde. Si vous n'avez pas besoin d'être là, tu sais, on libère pour avoir... ou surtout, si dans la location, on essaie des téléphones, s'il vous plaît, le moins possible. Surtout quand il y a du monde qui travaille, là, tu sais. Parce que tu le mentionnais d'entrée de jeu, toi, ce qui t'intéressait aussi, c'était le travail d'équipe. Ah oui. Ouais. Fait que sur un plateau, pour toi, c'est important qu'il y ait cette cohésion-là, puis t'es un peu le chef d'orchestre de tout ce monde-là. Ouais. Le capitaine, là-dessus. C'est encore c'est trippant. Tu sais, tout le monde t'apporte son input, puis t'as-tu pensé à ça, tu préfères ça, puis tu sais, moi, j'ai pas les réponses à tout, je suis pas bon vraiment je suis vraiment bon dans mon petit domaine, puis le reste, ils m'apportent tout leur bagage, puis ouais, ok, puis finalement, la scène se change, puis se bonifie avec le talent de tout le monde, tu sais. Fait que, oui, mais en même temps, faut que tu finisses ta journée, puis que ça a été le fun. Puis il faut que tu saches où tu t'en vas aussi. Tu sais, tout le monde peut avoir des idées, mais toi, il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Ouais, il faut que tu tranches. C'est ça. Trancher et dire ouais ou non, ça c'est l'apprentissage. Vraiment, de prendre à dire non. Et
tu vois, quand je dis que tu apprends sur les pubs, on a dit, ok, là, c'est fini, la prochaine fois, je vais mettre plus mes culottes. Tu le fais. Puis de quoi tu as envie de parler pour que ce soit en long métrage ou pour tes prochains projets? Tu vois, là, en ce moment, je travaille sur... moi, j'ai travaillé en camp de vacances longtemps. Puis... T'étais moniteur? Moi, j'ai été... Moi, j'ai C'était quoi ton nom de camp? Fabrizio. Ah! Parce que quand ça a été le temps de faire mon stage aspirant moniteur, j'étais comédien, on jouait chanson à 4, puis on jouait dans une pièce de théâtre italienne et je faisais Fabrizio, le personnage de Fabrizio. Fait que tout le monde m'appelait pendant l'année Fabrizio, Fab. Fait que quand ça a été le temps de chercher mon nom de camp, ben ça a été ça, Fabrizio. C'est resté. Mais moi, tu sais, j'ai commencé à aller à ce camp-là, voyons, c'était le camp Genève, à 6 ans, puis j'ai fini adjoint chef de camp à 24 ans. Tu sais. Fait que c'est tous mes étés. Puis je trouve qu'en ce moment, ce que j'ai vu sur les camps de vacances comme film, les moniteurs, c'est tout le temps de comédie, hein, puis tout le monde est un peu... c'est un peu une gnouche, on joue de la guitare sur le bord du feu, puis tout bon... Sauf ce qui se passait à l'interne, ce qui se passait vraiment pour la charge qu'on avait comme moniteur à 20 ans, 21 ans, avec la clientèle. Moi, j'avais de la clientèle qui est très défavorisée, qui venait en camp. Des enfants qui étaient jamais sortis de l'asphalte, puis qui arrivent dans la forêt, puis qui, wow, tu sais, mais qui fonctionnent avec des taloches en arrière de la tête, tu sais, toute l'année, puis qui arrivent dans une place avec un moniteur, avec du monde qui sont fins, avec d'autres qui sont pas menaçants. Écoute, ils voulaient pas repartir, c'était déchirant, c'était vraiment déchirant. Puis les moniteurs, je me souviens, on avait 72 moniteurs qui ont entre 18 puis 22, 23 ans, tu sais, puis eux autres, ils vivent beaucoup de choses à l'interne parce qu'on restait sur la base. C'était vraiment dans un cocon, tu sais. Il y avait pas de, dans ce temps-là, il y avait pas de cellulaire, il y avait pas de... C'était vraiment, t'étais cocon, là. Puis il s'est passé ben des affaires. Puis je suis très émotif de ça, de ce temps-là. Je pense que ça m'a forgé aussi comme personne, ce que j'allais devenir après. Fait que j'ai le goût de raconter cette histoire-là, mais à ma façon, avec justement les scènes drôles, les scènes touchantes. Mais j'ai vraiment des scènes touchantes parce que on en a vécu beaucoup. Donc de faire une belle ode à tous ces gens-là qui ont travaillé là, puis en souvenir aussi de tous ces campeurs-là qui ont été exceptionnels, puis qui ont vécu de ces moments magiques-là dans le bois, tu sais. Fait que ça c'est un projet sur lequel j'ai vraiment le goût de travailler. J'ai commencé à écrire. Fait que tu vas pêcher vraiment des expériences que tu as vécues, tu t'inspires, c'est ça, que ce soit des témoignages que tu as reçus quand tu faisais plutôt, comme tu mentionnais, là, ton théâtre corpo. Tu vas comme prendre des histoires un peu partout, puis ça va t'inspirer par après pour écrire. Ben, je pense qu'il faut que ça me touche pour commencer. Est-ce que tu pourrais partir de quelque chose que tu as... Sûrement. Ouais. Oui, parce que j'ai travaillé beaucoup sur commande aussi. Donc, tu sais, j'avais un deadline avec un sujet X, puis je remettais, ça me forçait à m'asseoir et d'écrire là-dessus, puis et justement, ça me permettait de toucher à des sujets que je serais pas allé, tu sais. Fait que ça, j'aime ça aussi. Fait que la commande, oui, je serais à l'aise avec ça aussi. Sauf que, tu sais, tu teintes ça un peu de ta vie. En 83-28, c'est un homme qui fait du porte-à-porte, puis il rencontre un jeune Spider-Man, tu sais. Mais mon fils, quand il avait cet âge-là, à 5-6 ans, il était habillé en Spider-Man du matin au soir, tu sais. Une journée il avait son costume, il voulait... Tu sais, on allait magasiner, il était avec son masque. Puis... C'était ça à tous les jours. Fait que moi, ça m'est resté dans ma tête. Fait que je trouvais ça magnifique. Puis tu sais pas que c'est qui est en dessous du masque. tu sais pas. Fait que on croisait des gens, puis tout le monde, oh, le petit Spider-Man, c'est Spider-Man. Puis tu sais, ça, c'est resté. Puis
je me souviens quand j'écrivais ça pour le Studio Centre, j'étais allé chez Ikea, puis il y avait une mère qui était au téléphone, puis écoute, elle sacrait, puis elle tirait sa petite fille, puis elle parlait au téléphone, puis elle devait avoir des énormes problèmes, mais puis là, elle parlait à sa femme, « Ouais, t'as bien, t'as tabarnak, ouais! » Écoute, c'était d'une violence, là, hallucinante. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, « Ok, mon petit gars, là, il était bien en Spider-Man. » C'est peut-être qu'il y a quelque chose en dessous du masque. Parce que pendant l'écriture, je savais pas où je m'en allais, tu sais. J'étais juste, cette relation-là entre Ok, t'étais parti de cette idée-là de d'un base. ancien, tu sais, il vend un ancien prisonnier. Il vend des morceaux de bois, des sculptures avec un jeune. Fait que j'avais commencé à l'écriture de tout ça. Il se lançait la balle, le jeune était, tu sais... Fait que des fois, tu sais pas nécessairement où tu t'en vas avant de commencer à écrire. Non, j'avais pas, ouais, pas du tout. Puis, tu sais, tu fais, je vais m'en prendre un break, m'aller, fallait que j'aille chercher quelque chose chez Ikea. Et puis, finalement, tu ressors de là, tu sais... T'es ton histoire. Waouh, t'es dans le tout. Là, j'ai ma faim, ok. J'ai le punch. C'est plus ça. J'ai le punch à ce moment-là. Grâce à cette madame-là, malheureusement. Ouais. À cette mère-là. Fait que tu te dis, c'est pas toujours... Tu choisis pas ta famille. Tu choisis pas dans le monde où tu vas arriver. Là, fait qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Est-ce que tu dirais que tu es un grand observateur, justement, de tout ce qui se passe autour de toi? T'es-tu quelqu'un qui... je stresse... La webcam. Elle nous a quittés. La GoPro nous a quittés. Elle est tannée, merci. Merci, GoPro. Désolée. Mais c'est pas grave, on peut continuer. L'important, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, non, mais je pense que je suis un sensible. Puis ça vient dans ma famille. Mon père raconte une anecdote. Puis, il va se mettre à... Il va avoir les larmes aux yeux qui vont monter. Mon frère, c'est la même affaire. On est je pense, des gars très émotifs. Fait que, ce que je peux voir quand c'est de l'injustice ou j'ai beaucoup souvent la larme à l'œil là, à la fin de plusieurs films, parce que ça me touche. Donc j'emmagasine ça, ces infos-là. Mais je me dis pas je vais faire un film, tu sais, je veux que ça va être triste, là. Non. Je veux pas aller là dans ce temps-là. Il va y avoir des moments comme dans la vie. Ça va être touchant, triste. Mais comment qu'on peut remettre un petit peu de lumière là-dedans, là, t'sais. Fait que tu gardes ça dans le fond de ta tête, puis à un moment donné, ça te pop. Ouais, exactement. Le sujet va arriver. À partir du moment, j'y pense souvent, puis je m'ouvre un fichier sur mon bureau d'ordinateur, là, mon desktop. Puis il est là. Je donne. Tu notes. Puis je me trouve un titre dès le départ. Je sais pas, pour moi c'est super important. Il peut pas être no name. J'ai trouvé le titre. Quand je trouve le titre, je fais son fichier sur mon ordinateur. Puis, fait que je le vois toujours, il est toujours dans mon... il est fait toujours que tu le gardes dans le coin. Comme là, en ce moment, ça s'appelle Soucan. Donc, il est là. OK. Soucan. Fait que ça me rappelle, Soucan, ça fait 3 jours que t'as pas ouvert le dossier. T'es-tu du genre à avoir plusieurs idées en même temps? Oui, il peut en avoir, mais il y en a un qui va toujours prendre un petit peu plus de place. OK. Puis j'y mets une couleur, mettons. Fait que c'est ça. Fait que ça mijote. Puis à partir du moment où je commence à écrire, là, ça devient plus sérieux. Puis là, je reste sur un projet, tu sais. Puis souvent, c'est ça qui est le fun dans le processus d'écriture. À un moment donné, on dirait que tout se présente à toi. Je sais pas, tu vas arriver à la bibliothèque, il va y avoir un livre sur le sujet que tu traites qui est là. Tu fais comment ça qui... je pense que t'es comme un satellite. Mais c'est comme quand t'apprends un nouveau mot, on dirait que tu l'entends plus souvent après. Peut-être. Parce que t'as des mots que t'apprends. T'es-tu en train d'apprendre un nouveau mot? Non, mais des fois, je sais pas. Non, ça t'arrive pas? Non? Je sais pas, des fois, j'apprends, il y a des mots, tu sais, dans la vie qu'on n'a jamais connus, puis à un moment donné, tu l'apprends, tu checkes ce que ça veut dire, puis on dirait qu'après ça, t'arrêtes pas de l'entendre.
Non, je sais pas, tout ça. Quand t'es plus tout ouvert, peut-être, ouais, c'est exactement. ça, c'est de garder du temps d'esprit ouvert. Exactement. Mais je vais continuer à suivre tes projets, ça m'intrigue, tes futurs projets. T'en as-tu à court terme qui s'en viennent ou... Non, là, c'est vraiment... c'est long, le cinéma, des fois, là, c'est aussi. long. Tu peux pas faire ça de même. Non. Sur un coup de tête, là, il te faut une équipe, il faut des je continue moyens. avec la pub. Ouais. Il faut bien gagner son gagne-pain. Et puis, mais non, c'est ça, mais en même temps, il faut... C'est pas vrai, parce que souvent je dis il faut écrire, faut que j'écrive, c'est pas, non, c'est, je veux écrire, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut, c'est comme si, je sais pas. T'es obligé, mais c'est parce que t'aimes ça ouais, aussi. c'est ça. Mais tu pourrais pas ne pas écrire, je pense. Ben, pas pour le moment. Pas pour le moment. Et sinon, je peux pas fermer mon cerveau. Puis, chose qui est dure d'ailleurs, parce que quand je travaille sur des scènes qui sont plus tough, mettons, dans 40 Ouest, qui se passait... Ta première pièce. Ma première pièce, c'était hyper violent dans les répliques, tu sais. Tu te mets dans un mode hyper violent pour pouvoir sortir les bonnes répliques, tu sais. Après, tes personnages sont en colère, fait que tu te mets, t'es en colère, tu sais, là, tu viens de sortir ta scène, t'es satisfait, tu fermes ton ordinateur, après tu retournes. C'est dur, je dis pas que je gueule après tout le monde, là, mais tu t'es mis dans des émotions, c'est top de revenir chez vous, puis après, Ça reste en toi. Un peu, je pense que ça prend du temps un peu, là, tu sais. Mais le fait que t'aies commencé plus comme comédien, est-ce que c'est un peu pour ça aussi que t'absorbes ce que t'écris de cette façon-là? Peut-être, je sais pas. Je pense que le seul avantage que je vois en ce moment, c'est que, tu sais, je le joue. Fait que je me le joue, je joue la réplique, donc je sens... Tu sais que ça coule. Quand ça coule pas. Puis la phrase est trop longue, tu sais... ponctuation est pas à bonne place. Les respects sont pas à bonne place. Fait que, voilà. Ben, tant mieux si tu vas continuer à me suivre, je suis content. Ouais. Je suis content. Je vais aller voir ton film Mozart aussi. Ouais, parfait. Sur Vimeo, j'avais mal fait de ma recherche. Ah, ben c'était cool. Merci. Je vais aller voir ça. Mais j'ai des petites questions, Rafale, pour terminer. Oh, ça te tente? Ben ouais, tout le temps. Ouais. Il paraît que sont difficiles, mes questions. Tu sais que mes invités me disent tout le temps. Mais que... OK. Sois prêt. Okay. Tu dirais que ça a été quoi la découverte la plus déterminante de ta carrière? C'est une... ouais, c'est difficile pour vrai. Hein? Hey, mettons, là, pour la carrière, les applaudissements à la fin, des applaudissements sentis, là, je réponds rapidement, là, mais où tu fais, hey, wow, ça les a touchés, il y avait quelque chose de très... la première fois que tu le vis, moi, ça fait, OK. Ça a été un point tournant. Oui. Ça, puis surtout si, mettons pour le théâtre, quand je rentrais en coulisses après, j'allais voir les comédiens, et ils sont contents, là. Ils sont heureux, il y a une fébrilité, là, ils sont sur une adrénaline, là. T'sais, on a passé beaucoup de temps en répète, puis là, c'est là qu'ils savourent tout ce travail-là, tu sais. Et ça, c'est parfait, c'est magique. Voilà pour ça. Que t'as pas en cinéma nécessairement. Que j'ai pas. Ben, en même temps, sur un tournage. En salle, tu le sens quand même quand tu vas voir ton film. Mm-hmm. Ça, c'est un peu le même principe. On ferme les lumières, puis tout le monde se tait pour écouter ça. La première fois aussi, c'est vrai, la première fois que j'ai vu Mozart sur un écran géant au cinéma, ça t'a fait un peu à la le cinémathèque. Hey, boy, c'était sinon, mais le fun. Puis là, tu vois ton nom aussi qui apparaît. Ouais. Après Gilles Pelletier, ça, j'étais fier. J'étais bien fier. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses. Là. Oui, non, c'est sûr. Là, je te demande ça à brûle pour point comme ça. Est-ce que tu as fait une découverte récente en voyage? Une découverte récente. Tu sais, là, la grande aventure que tu as vécue quand tu étais jeune, est-ce que tu refais ça encore?
Des voyages de genre-là? Mais là, c'est avec les enfants. Ouais, c'est ça, ça change la donne. Ça change la donne. Il y a beaucoup plus de pipi, d'arrêt pipi. Ah ouais? Hey, c'est une autre dimension, hein. Ouais. Non, mais c'est le fun quand même. Mais je pense que en ce moment, c'est de voyager puis de le voir le même. Le trip que j'avais en voyageant tout seul, je le lis à travers les yeux de mes enfants. Ah, là, on s'en va à Cuba pendant 3 semaines. Vraiment, on reste 7 jours à La Havane, tout ça, puis on va se promener un peu partout. Ben, pas un peu partout, mais on va se promener, puis on reste chez les gens. De le vivre avec les enfants, qui là, sont assez vieux pour comprendre, puis ça va être assez magique. Ouais, quand t'as des enfants, ça doit être ça aussi, c'est que tu redécouvres la vie à travers les yeux de... Ouais, puis tu sais, je veux dire, un voyage, c'est ça, avec ses hauts et ses bas, c'est pas tout le temps, pas toujours devant un coucher de soleil sur une plage, là, il y a comme il peut avoir d'autres... des fois, t'es sorti de ta zone de confort, mais c'est justement ça, tu te retrouver un confort avec... être ailleurs, être dans l'inconfort, là, tu te retrouves un petit cocon aussi, ça, c'est trippant. J'ai hâte de le revivre cet été. Là. Je te souhaite un beau voyage. Merci. Est-ce que... Toi, est-ce que tu pars en voyage? Non. Ben, en fait, c'est que moi, ma grand-mère habite à Percy, en Gaspésie. Que souvent, mes vacances, je vais en Gaspésie. Mais pour moi, c'est comme... Je suis allée tellement souvent que c'est pas tant un voyage. Tu me posais la question tantôt, puis je suis allée à Hope Town. Tu passes par là pour aller sûrement à Percé. Ça me dit rien. Qui est à 5 minutes de Place-Péliac. Ah, OK. Ma tante a une maison là qui est super. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. 5 minutes de Place-Péliac. T'as 20 minutes de Bonaventure? Ah, OK. As-tu déjà descendu la rivière de la Bonaventure? Non. Ah, c'est super. Tu sais, l'eau turquoise. Ah, ouais. Turquoise, là. Il faut que je vois ça. Tu peux voir des saumons passer. C'est vrai. C'est vraiment mais c'est ça, souvent, tu sais, je m'en vais direct à Percé, puis je connais mal la Gaspésie. Arrête la Bonaventure, tu oui. une descente, là. Il y a pas, c'est vraiment pas beaucoup de rapides, c'est relativement tranquille. Puis t'as une navette, tu pars d'en haut, le canot est en haut, tu l'amènes en bas, c'est parfait, t'as fait, je te jure, c'est magnifique. La Bonaventure, là. To-do list. To-do, parfait, je fais ça cet été. Ouais. Est-ce qu'il y a une découverte scientifique que tu aimerais voir de ton vivant? Découverte scientifique. C'est sûrement tout ce qui est relié au cancer. Ben, dans la découverte au niveau des sciences, de la médecine. Ça nous touche tous. Oui, énormément. Puis, j'aimerais ça voir qu'on trouve des remèdes, qu'on essaie d'aider le plus de gens possible au niveau de la santé. Là. Ça, j'aimerais ça. Je n'en voir plus souvent, ça. Fait que ça serait ça ta réponse? Oui. Est-ce qu'il y a une découverte que tu as faite sur un acteur en dirigeant? En dirigeant? Tu sais, j'imagine que c'est différent avec chaque acteur aussi. La relation... Oui. Ah oui. Ben, Guy Tauvette, avec 83-28, c'était le peu de mots que je pouvais dire, puis il me fait juste un regard, j'ai compris, et il te fait ça, là, une prise. Tout est là. Ça, c'est magnifique. Puis c'est magnifique, c'est ça. Il y en a beaucoup de bons comédiens comme ça qui sont... il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont capables de... Les silences sont magnifiques. Tout est dit, les regards... ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Mm-hmm. Tout est là. Tout est... les réactions petites, mais efficaces. Guy Tauvette, ça m'avait impressionné. Tu fais, bon, la première prise, elle est super. On va refaire, tu sais, à la limite. Pour la forme. Peux-tu la refaire? Moi, je l'ai appris par cœur. Peux-tu la refaire? Ok, pas de problème. T'sais. Mais,
oui, les comédiens, c'est ça que la façon de travailler avec eux, il y en a avec peu de mots, pas besoin, ils comprennent bien, puis il y en a d'autres, il faut que j'explique. Ils ont beaucoup de questions. Mm-hmm. Donc, essayer de canalise plus, peut-être. Canalise beaucoup. Donc, j'essaie de répondre le plus aux questions, en amont, surtout. J'aime bien quand on arrive puis qu'on tourne, dire on peut-tu l'essayer? On peut-tu l'essayer? Souvent parce que si c'est trop cérébral, on n'avance pas. Puis ça peut être long pour l'autre comédien qui est moins cérébral, puis qui, tu sais, on va le faire, on le construit ensemble. Là, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs acteurs souvent dans une scène, fait que là, tu peux pas juste y aller avec un. Là. Oui, puis c'est impressionnant de voir comment il y en a un qui te regarde puis il comprend la note, puis que l'autre, là, beaucoup trop de questions. Mais je suis pas contre ça non plus, là. S'il peut avoir un travail en amont là-dessus, tu sais, ça sauve du temps au tournage aussi, là, quand même. Prends tes questions, propose-moi-les avant, puis tu sais, ensemble, on va aller prendre un café, on va aller souper, on va en parler, je vais répondre à toutes les questions. Mais quand on arrive pour travailler sur le tournage, tu sais, tu joues avec quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement sa façon de travailler, donc je pense que on arrive toujours avec un bon résultat en le faisant là. Tu sais. On se reprend, on le refait, on le construit ensemble. Là, fait que, voilà. Dernière question. OK, un quart. Est-ce qu'il y a un artiste que je devrais absolument découvrir? T'as-tu un artiste, n'importe quelle discipline sur laquelle tu tripes vraiment? Tu sais, ça a été... Là, je pense tout de suite à Béris, qui est... Ouais, la chanteuse. La chanteuse. Tu la connais personnellement? Non, pas personnellement, mais tu sais, j'ai pu avoir une de ses chansons sur mon court-métrage 12 semaines. Le disque n'était pas sorti encore, c'est juste que j'ai pu avoir accès à sa musique à cause de la personne qui faisait la musique sur le film. C'est lui qui réalisait son disque. Donc, j'avais un accès à ce moment-là, mais la première fois qu'il m'a fait entendre Béris, j'étais vraiment... J'étais soufflé. C'est vraiment, c'est superbe, c'est touchant, c'est beau, c'est ensoleillé, ça peut être... Puis elle a eu un parcours de vie aussi assez particulier. Elle a eu 2 cancers, je crois. Exactement. Ouais. Exactement. T'as mettrais-tu dans tous tes films? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Mais j'essaie de la faire jouer le plus souvent possible, de la faire découvrir. Ben là, maintenant, les gens commencent à... ils l'ont découvert, déjà. Mais elle, tu vois, c'est son nom qui est apparu, qui m'est venu tout de suite, Béris. Écoutez Béris. Écoutez Béris. À la maison. Et écoutez les courts-métrages de Marc-André Girard, qu'on peut retrouver sur ton compte Vimeo, sur ton site web aussi. On peut retrouver tous ces contenus-là. Exactement. Ben, écoutez ça. Ouais. Tranquillement, là. ça va être plaisant. Ben, ça s'est bien passé. Oui, pour un gars qui aime pas parler, on est rendu à 1h23. 1h23? Ça a passé vite. Hey boy. Ouais. Ben, si bonne compagnie. Ben ouais, merci beaucoup. Merci à toi. C'était ma discussion avec Marc-André Girard. Si vous voulez voir les courts-métrages dont il nous a parlé durant cette discussion, vous pouvez tous les retrouver sur le web. Quelques-uns d'entre eux sont même sur la Fabrique culturelle. Donc, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez aller voir ça et je vous garantis que vous allez faire des bien belles découvertes. Je m'appelle Élise Madé et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de ce podcast.